Radio Okapi. Information pour la paix et le développement de la RDC. Mesdames et messieurs, bonjour. Dans Grand Témoin aujourd'hui, je reçois Dr Alidor Tshibanda Mbombo. Il est politologue et ancien bourgmestre des communes de Bumbu, de Kinshasa et de Mongafula ici à Kinshasa. Soyez les bienvenus dans cette émission. Merci également de nous recevoir chez vous. Alidor Tshibanda, bonjour. Bonjour, monsieur Alain Hiroun. Comment allez-vous, docteur Je vais Alidor très bien, Tshibanda? monsieur Alain. Soyez le bienvenu une fois Merci de plus. beaucoup. Et donc, dans cette émission, comme d'habitude, il s'agit de grands témoins. Nous allons parcourir votre CV de fond en comble et puis essayer d'en tirer le plus de leçons possible pour les jeunes et les auditeurs et internautes qui nous suivent, leur permettre de mieux vous connaître. Merci. Je le disais tantôt, vous avez été bourgmestre des communes de Bumbu, de Kinshasa, de Mongafula. 2021, disons plutôt, un peu plus tôt d'ailleurs, 2011-2012, vous êtes bourgmestre adjoint de la commune de Bumbu, ici à Kinshasa. 2012 à 2019, bourgmestre de la commune de Bumbu. Vous passez d'adjoint à titulaire. 2021, bourgmestre de la commune de Kinshasa. 2022, bourgmestre de la commune de Mongafula. Quelles leçons vous tirez de cette expérience de bourgmestre? C'est une expérience trop enrichissante parce qu'elle m'a permis de m'imprégner, de concilier la théorie à la pratique. Vous avez dit, j'ai fait les sciences po, donc les sciences politiques et administratives. Sous cet angle-là, nous nous occupons de la gestion de l'État, nous nous occupons de la théorie sur l'État, nous parlons de l'État, de son fonctionnement, du pouvoir public, de la gestion des citoyens ou des cités. Et lorsque vous êtes confronté à une réalité comme celle-là, ça vous permet de revoir vos théories et pourquoi pas de les enrichir par rapport aux réalités du terrain. Je remercie Dieu de m'avoir donné cette opportunité de faire cette expérience d'une extrême importance pour ma formation. Ça m'a beaucoup appris et ça m'a aidé à comprendre quelles sont les faiblesses de l'État congolais et qu'est-ce que l'État congolais peut faire pour se sortir de la merde. C'est à ce niveau-là, mais vous avez oublié de dire aussi que je suis enseignant de l'université. Je suis à l'université pédagogique nationale où j'ai commencé comme assistant, chef de travaux. Aujourd'hui, docteur, le temps que ma nomination intervienne sous peu. Ne vous inquiétez pas, nous allons y arriver. Nous allons y arriver dans le cours de l'émission. Oui. Ici à Kinshasa, quand on parle de bourgmestre, généralement, on ne voit que l'aspect célébration des mariages. On a l'impression que c'est la seule grosse activité qui existe dans une commune. Et essayez de nous détailler un peu comment ça fonctionne une commune au quotidien. C'est comme quand vous allez parler aussi de l'ambassadeur, vous risquez d'oublier qu'il est aussi officier de l'état civil, même s'il a une mission exaltante de représenter l'État auprès des autres États. Mais au-delà de ça, il est aussi officier de l'état civil, il célèbre le mariage, il délivre les actes de l'état civil. Donc la mission d'un bourgmestre ne se réduit pas à ça. Le bourgmestre, moi, je le compare... il gère un mini-État. Il y a un politologue qui a parlé de l'État moyen pour les provinces, qui a envisagé qu'il faut amener les provinces à devenir des États moyens. Donc, ça voudrait dire que quand vous avez toutes les attributions d'un président de la République, vous avez toutes les attributions d'un Premier ministre, vous avez toutes les attributions, peut-être pas de signer des ordonnances parce que les gens risquent de confondre, mais à votre niveau, vous êtes le patron de la sécurité de votre entité. C'est le plus important d'abord. Vous assurez la sécurité de votre entité. Vous assurez la salubrité de votre entité. Vous garantissez l'ordre public. Vous êtes le garant de l'ordre public dans tous ces compartiments au niveau de votre entité. Vous vous occupez de la gestion du personnel parce que vous avez un personnel à prendre en charge. Vous êtes
l'autorité financière parce que vous avez un budget à exécuter et des moyens à dépenser pour l'intérêt général au niveau de la commune. Donc, réduire le bourgmestre à cela, c'est oublier que quand c'est sale, les gens crient le bourgmestre. Quand il y a le Koulouna, les gens crient le bourgmestre, même si on appelle aussi au gouvernement central. Tout à fait. Vous venez de parler de la sécurité, de maintenir l'ordre public, qui font partie du travail du bourgmestre. Alors, parmi vos publications, je note celle-ci, socialisation à la violence urbaine, initiation dans les gangs Koulouna, violence urbaine en RDC, que faire? C'est l'un des articles que vous avez publié. Et on sait un ouvrage collectif. Exactement. À Kinshasa, le phénomène Koulouna, vous l'avez évoqué, cette violence, ces gangs des jeunes qui se constituent pour insécuriser les populations, blesser, tuer, violer, voler même. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur à Kinshasa et on a l'impression que l'État a du mal à s'en saisir. Avec cet article, quelles sont d'abord selon vous les causes et aussi les solutions à apporter à ce phénomène? Les causes sont complexes. Il y a d'abord la pauvreté. C'est un élément très important à prendre en compte quand vous analysez ce phénomène-là. J'ai fait une étude après plusieurs analyses. Un élément très important, la pauvreté. Et dans cet article, je démontre que le phénomène Koulouna est très remarquable, généralement dans des entités ou dans des communes ou dans des quartiers où on vit, on sent vraiment que la situation, les conditions de vie de population sont déplorables. Ça, c'est le premier constat que j'ai dû faire. Parce que vous êtes avec moi à Kinshasa, vous allez vous rendre compte que je ne dis pas Gombe partie commerciale, mais Gombe partie résidentielle, vous allez vous rendre compte que c'est difficile de faire face à ce genre de problèmes. Quand vous allez à ma campagne, c'est difficile, au moins quelques personnes qui font incursion venant de voisinage de ma campagne. Vous allez à Lupin, c'est difficile de trouver ce genre. J'ai fait vraiment une étude très approfondie à travers cet article-là. On en trouve difficilement. Vous pouvez rentrer tard, c'est difficile de rencontrer ce genre de problème. C'est dans les périphéries de ces quartiers UP de Kinshasa ou des différentes villes, mais mon étude a porté sur Kinshasa, des différentes villes qu'on rencontre ce problème-là. J'ai géré ce phénomène à Bumbu. J'ai tenté de le maîtriser, mais le moyen était limité. J'avais recruté certains dans les services de salubrité. Mais compte tenu de l'insuffisance de moyens, on n'a pas pu faire pérenniser ce phénomène. Il y a aussi un deuxième élément, d'abord la pauvreté. Le deuxième élément, c'est le problème de l'affirmation de l'autorité de l'État. C'est un problème grave qui se pose. Moi, je suis d'ailleurs sur un ouvrage où j'aborde mon expérience de bourgmestre par rapport à la gouvernance locale, comment ça doit se faire. Le danger, c'est nos policiers. Dans cet article, je dis, les Koulouna sont aussi accompagnés par certains éléments de la police. Il est difficile de les dire. Qui deviennent complices. Qui participent aux actes de vandalisme qui sont posés par les Koulouna. Et qui sont informateurs même. Et ça, nous l'avons vécu en tant que bourgmestre. Vous entrez en réunion de sécurité, vous prenez des mesures, vous déployez les éléments, mais vous vous rendez compte que les Koulouna que vous devriez traquer ont disparu dans la nature. Ont pris la fuite et on ne sait pas le repérer. Et quand vous poussez plus loin, vous vous rendez compte, parmi les éléments de la police, il y en a qui entretiennent ce phénomène. L'affirmation peut paraître forte, mais il y a des éléments qui nous ont aidés en tant que patron de la sécurité communale de pouvoir dégager certains aspects dans ce sens-là. Et en dehors de la pauvreté, il y a aussi les laissés-aller de parents qui ne deviennent plus assez responsables pour assurer, c'est aussi lié également à la pauvreté parce que quand vous arrêtez un Koulouna, et ça nous l'avons vécu, les parents viennent
Moi, j'ai vécu même un cas où un parent a vendu la parcelle pour solliciter la libération de son enfant. Et puis, troisième élément, il faut dire aussi que le phénomène Koulouna n'est pas une infraction en soi. Mais les actes qu'il pose, ce sont ces actes-là qu'il faut réprimer. Mais quand vous arrêtez un Koulouna, vous n'avez pas de plaignant, même si on s'attaque à la justice. Vous voulez que la justice tranche comment? La personne n'a pas été chargée. Il est difficile. On risque de considérer qu'il a été arbitrairement arrêté. Donc, il y a le laxisme de services chargés d'assurer la sécurité qui sont à la base aussi de la recrudescence du phénomène. Il y a également les conditions de vie qui doivent être révisitées. Mais il faut de toutes les façons révisiter certaines choses et relativiser certaines choses parce que nous avons vu aussi des enfants de Nanti qui... déversés dans le gangstérisme. Oui. C'est là, il y a la consommation excessive de stupéfiants qui pousse aussi aux attaques comme ça. Ceux-là profitent de ces statuts-là, peut-être pour abuser des enfants d'autrui. Parce que ça fait partie... Et j'ai démontré comment on le devient. Il y a plusieurs mécanismes que j'ai développés dans cet article. Peut-être plus tard, je pourrais vous faire ce livre-là pour bien le décortiquer. J'ai démontré aussi que vous pouvez ne pas être Koulouna. On vous pousse à les devenir. Peut-être que chaque jour, vous êtes objet de tracasseries, de menaces, d'attaques, tout ça. Ça vous oblige à vous autodéfendre. Et en cherchant à vous autodéfendre, ça vous amène à créer aussi un groupe qui va faire face au groupe qui vous attaque régulièrement. Et au fur et à mesure que vous commencez à jouer à ce jeu, ça vous amène à vous intégrer. Soit on vous pousse à vous intégrer. Et dès lors que vous vous intégrez, on vous dit maintenant que vous êtes devenus les nôtres, vous devez aussi procéder à des attaques, à des raquettes pour nous permettre de survivre. Et il devient difficile d'en sortir. Oui, ils sont soumis à des pratiques. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on devient trop violent. Ils sont soumis à des pratiques, d'après mes recherches, j'ai découvert que parce qu'il y a même une hiérarchie dans le gang. Ils portent des noms, des généraux, des ceci. Il y en a même qui portent le nom de notre célèbre Kanyama. Tout ça, c'est pour traduire le niveau que vous atteignez de violence et de méchanceté en tant que maître de vos équipes. Il y a aussi les arts martiaux qui sont à la base de tout ça. À travers, la mauvaise pratique des arts martiaux. Oui. Qui participe aussi à tout ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec tous ces éléments que vous avancez, est-ce qu'on peut dire que nos communes, notamment ici à Kinshasa, pour ne prendre que le cas de Kinshasa, sont vraiment sécurisées? Oui, moi j'ai toujours dit que sinon on enregistrerait des cas de mort chaque jour. Il arrive des fois, vous êtes journaliste, où on se réveille le matin, on apprend qu'il n'y a pas eu de cas de mort. C'est qu'il y a un effort de sécurisation. Donc nous sommes dans une situation d'insécurité permanente, insécurité de manière permanente. Et cette situation nous a tous obligés, c'est même quand on enseigne les Sciences Po, on arrive à ça. Cette situation nous a tous obligés à assurer de manière aussi permanente notre propre sécurité. Cette sécurité est d'abord la prudence que nous-mêmes nous prenons par rapport à nos fréquentations. Et ensuite, l'objet de l'État. L'État existe parce qu'il doit rassurer tout le monde. Si l'État ne sait pas nous prendre en charge, c'est chacun pour soi. Je vous donne un cas où on a vécu au Kasaï avec le phénomène Kamouina Sap. C'est pourquoi il faut relativiser, dire nous sommes insécurisés. Non. Il y a un effort de sécurisation face à l'insécurité qui est permanente. Si 2 jours, on assiste à une absence totale de la police sur la ville, chacun reste chez lui, nous risquons de vivre le pire. Rappelez-vous le phénomène Kamouina Sap. Moi, j'ai vu la méchanceté de l'homme. Il y a le professeur Bongeli qui a publié un ouvrage très intéressant
un manuel de sociologie politique. Et il démontre que l'homme est foncièrement méchant. C'est l'animal le plus méchant que la nature n'ait jamais connu. Alors ici à Kinshasa, je le disais, vous avez géré les communes, celles de Bumbu, de Kinshasa, de Mongafula, qui ne sont pas parmi les plus faciles, hein, il faut le reconnaître. Mais est-ce que c'est possible de mettre fin au phénomène Kuluna aujourd'hui? Oui, j'ai fait des propositions. Mettre fin à la pauvreté, notamment. Bon, c'est un idéal. Hein? Même le pays le plus développé au monde, la pauvreté existe. Nous voyons dans les réseaux sociaux comment il y a des clochards aux États-Unis. Disons les solutions à très court terme, c'est quoi? Les solutions, j'ai proposé d'abord... le cas du problème, c'est que il trompe l'âge. Hein? Quand vous prenez la loi sur... la loi portant protection des enfants, dans cette loi-là, un enfant mineur, moins de 14 ans, même s'il tue, il sera déclaré irresponsable. Je ne suis pas... il sera déclaré irresponsable. Et on va chercher à le mettre dans une maison de placement. On peut choisir même ses propres parents pour le garder. Parce qu'on ne va pas accepter d'amener un enfant de cet âge-là dans une prison comme Makala. Et nous n'avons pas de maison de placement dans notre pays. C'est aussi ça un problème. Une prise en charge sérieuse des enfants pose problème par l'État. Les enfants abandonnés, tout ça. Et deuxième problème, il faudrait qu'on revisite cette loi-là pour voir comment prendre en charge ou que l'État mette des moyens pour faire appliquer correctement la loi portant protection des enfants. En créant des maisons de placement où on doit prendre les enfants en les classant selon leur catégorie par rapport au degré de développement de violence en eux. Ça, c'est le premier problème. Ça n'existe pas et c'est difficile parce qu'on va chercher une maison d'accueil. Je ne vois aucun parent qui prendrait le risque d'héberger un enfant qui venait de tuer volontairement. Il y a la deuxième solution, elle est en train d'être appliquée avec le phénomène dont Kanyama Kasese. J'ai fait cette proposition-là dans ma publication. Au niveau de Kanyama Kasese, on doit rééduquer ces enfants-là. Et nous l'avons essayé. Nous avons travaillé avec le service national. Nous, à notre époque, j'ai fait 2 voyages à Goma. Et c'était une expérience très enrichissante. J'ai développé cette expérience. Ils ont des formations. D'abord, le premier élément à faire, c'est le réarmement moral. La désintoxication de ces enfants-là. Et puis, en dehors de ça, il faut une prise en charge psychosociale de ces enfants. D'abord, nettoyer leur cerveau par rapport au niveau de l'intoxication sur la violence qui avait été déjà développée. Et puis, deuxième chose, il faut une prise en charge matérielle. L'enfant doit apprendre un métier pour canaliser toute cette énergie de violence-là dans un travail. Quand quelqu'un qui a pris du matin jusqu'au soir, qui a pris du temps pour travailler, il est très fatigué et il doit se reposer. Mais quelqu'un qui n'a rien fait, qui n'a passé toute la journée qu'à prendre du chanvre, une telle personne, il ne souffre pas qu'il soit très versé ou qu'elle soit très versée dans la violence. Vous connaissez chez nous, le matin déjà, les enfants commencent à s'enivrer. Le soir, il peut se permettre de n'importe quoi. Troisième élément, après la désintoxication ou la prise en charge psychosociale, il faut intégrer les enfants par l'apprentissage de certains métiers. Et puis, avec ce que le président de la République est en train de faire, l'entrepreneuriat de la jeunesse, c'est un élément fort qui va atténuer même nos jeunes gens qui sont... Moi, j'ai vu des militaires qui étaient déclarés par leurs enfants léopards, méchants, devenir un homme sérieux qui a pris même sa carte, qui revenait après avoir récupéré sa solde, son salaire de militaire. Il va à la maison, c'est un bandit. Nous sommes allés dans les camps militaires à Goma pour nous imprégner de ce qui s'est passé. Mais le plus grand problème, c'est la prise en charge. Quand les enfants ne sont pas pris en charge psychologiquement, socialement, ils ne sont pas intégrés, ils peuvent facilement verser dans la violence parce que la pauvreté, c'est
le nez du problème. À part l'insécurité dans nos communes... Donc, c'est pour répondre à votre question qu'il est possible... Il est possible, tout à fait. De trouver des petites solutions, les vulgariser, le mettre en place dans chaque commune pour voir comment... Parce que si l'État ne prend pas en charge la répression, et j'ai démontré que la répression seule ne suffit pas. Exactement. Alors, à côté de l'insécurité... Et les résultats, nous l'avons au niveau des Kanyamakasses. Avec les bâtisseurs, les anciens membres des gangs qui deviennent des bâtisseurs, qui apprennent des métiers, qui font l'agriculture. Il faut ouvrir ces centres-là presque partout. Voilà. Pas seulement à Kanyamakasses. Il y a le problème d'insalubrité. Deuxième problème dans les communes. La ville de Kinshasa aujourd'hui est très sale. Dans un passé récent, il y a l'Union européenne qui s'occupait, qui mettait ses moyens, ses engins, et la ville était plus ou moins propre. Mais aujourd'hui, la ville est trop sale. Il y a l'opération Kinbopeto qui a été lancée à un moment par l'ancien gouverneur Gentini Ngobila. Et même au niveau des communes, on avait appris que vous avez reçu par commune $10,000. Comment vous gérez la salubrité au niveau des communes de Kinshasa? On gérait. Parce que oui, en fait, oui, disons, on parle de votre expérience. À l'époque, on avait, j'espère que vous fréquentiez un peu Bumbu. Vous avez vu qu'on a fait quand même un effort de notre temps. Mais le moyen, $10,000, c'est rien. C'est peut-être un travail d'un jour pour la salubrité au niveau de la ville de Kinshasa. Nous sommes plus de 12 millions. Si les statistiques telles qu'on les développe sont vraies. Mais est-ce qu'avec $10,000, on peut drainer toutes les cargaisons d'insalubrité et l'incivisme qui règne dans cette ville par rapport à l'insalubrité, à la salubrité? Est-ce que nous pouvons facilement parvenir à juguler cette réalité? J'ai dit non. Il faudrait que le gouvernement provincial, le gouvernement central se mettent ensemble et réfléchissent. Le chef de l'État l'a dit. Il a promis parmi les 6 propositions pour ce nouveau quinquennat, il a promis de travailler pour la salubrité de la ville, des villes, réfléchir pour voir comment nos villes peuvent devenir propres. Je crois qu'il faut l'implication de plusieurs partenaires pour y parvenir. Ce n'est pas une commune avec... C'est une honte quand on parle de $10,000 pour assurer la salubrité d'une commune, c'est difficile. Alors, et on allait même au-delà de ça parce que moi, je me rappelle à Bumbu, j'avais initié la construction des bureaux de quartier. Mais j'étais obligé d'arrêter parce que tout l'argent était versé dans l'assainissement. Alors, ça nous amène à parler des budgets de nos communes. Pour une commune comme celle de Bumbu, de Kinshasa ou de Mongafula, vous avoisinez quel budget, par exemple? Quel montant en termes de budget? Je ne me rappelle pas bien, mais je n'ai plus de chiffres en tête, ça fait plus d'une année. J'étais versé. Je me rappelle qu'à Bumbu, nous avions travaillé pour un budget de $200,000. À Mongafula, on a tenté d'atteindre 500,000. Mais je n'ai pas fait une année, ça ne m'a pas permis. Oui, j'ai fait pratiquement une année budgétaire. J'ai commencé au mois de février et je suis parti au mois le 5 janvier. Bon, le 25 novembre déjà, nous étions débarqués, on assurait les affaires courantes, on n'était plus très engagés à l'œuvre, mais à la suite, c'était plus ou moins, on avait calculé, c'était plus ou moins $500,000. Mais ce budget était couvert à plus de 60% de la part qui devait revenir du gouvernement central via la ville. Mais je peux vous assurer que quelques mois passés à la commune de Kinshasa, donc 2021, 2022, jusqu'à mon départ, nous avons passé pratiquement plus d'une année sans la part de la ville, ce qui permettait que le budget des communes sont toujours déficitaires. Je me rappelle 2022, tous les mois que j'ai passé à la commune de Mongafula, en tout cas, à ma connaissance, on n'a pas reçu cet argent-là. Peut-être que ceux qui nous ont... Mais ça ne venait pas régulièrement. Et puis, deuxième problème, pour la couverture des budgets, les communes fonctionnent à la plus grande proportionnalité avec les marchés. C'est pourquoi, c'est aussi un élément. Quand on demande au bourgmestre de lutter contre le marché pirate, c'est comme si on demandait au bourgmestre de mettre fin à leur fonctionnement. Parce que
à 90%, les communes fonctionnent des recettes des marchés, et y compris le marché pirate. C'est ainsi que quand vous leur demandez aller chasser les gens, ils le font malgré eux. À contre-cœur. Et quelques jours après, ces gens-la reviennent. Ils reviennent parce que et la police et les communes, ils sont dedans. Donc, alors il fallait être très méticuleux pour comprendre qu'on ne peut pas le faire. Donc, cette contradiction-là, je ne sais pas si les autorités la percevaient pour permettre à ce que d'aider les communes. Bon, moi, avec mon ami, notamment le bourgmestre d'Indjil, Abdoul Razak, on travaillait, l'adjoint de Selembao, Crispin Miambi. On s'était engagé de travailler à travers le COREF sur la révisitation de la nomenclature des taxes et des recettes pour permettre aux communes, par exemple, il y a une taxe très importante qui peut booster le budget des communes. C'est la taxe professionnelle annuelle. Cette taxe-là, les libellés étaient obscurs, ce qui ne permettait pas aux bourgmestres de pouvoir percevoir cet argent parce qu'il y avait contradiction entre FEC et les communes. Qu'est-ce qu'il y a? On dit au bourgmestre, par exemple, on dit le fait générateur, c'était la taxe professionnelle, l'acte, c'est la taxe professionnelle annuelle. Mais le fait générateur, sur base desquels on vous dit, vous percevez, c'est l'autorisation d'ouverture. Vous comprenez? Comment un acte est posé, doit être perçu annuellement? On dit non, c'est à l'autorisation, à l'ouverture de l'entreprise. Prenons, pour bien être clair, vous avez une entreprise, par exemple, Marsavco, qui vient ouvrir une unité de production dans votre commune. Marsavco vient, elle paye cette taxe-là. À l'ouverture, vous lui remettez l'autorisation de l'ouverture. C'est que cela va annuellement. Et ça va jusqu'à ce que Marsavco va fermer. Elle ne paiera plus rien. Vous comprenez? Or, dans l'acte, la loi dit c'est l'acte qui doit être perçu annuellement. Cette contradiction, cette obscurité des libellés-là a profité aux entreprises et au pouvoir provincial qu'aux communes. Deuxième difficulté de perception des taxes que les communes avaient, c'est, par exemple, les modalités de fixation des taux. La ville intervient. Parce que le FEC traite bien avec le gouvernement provincial, moins avec les communes qui considèrent comme... de moins que rien. De moins que rien. J'ai un ami, un ancien bourgmestre, devenu un sénateur, qui dit qu'il y a un terme là, quand il viendra, lorsqu'il parle des chiens, il parle de bourgmestre, il considère des chiens. Pourquoi? Entre griffes. Parce que c'est des gens très moins considérés. J'avais suivi même, lorsqu'il fallait procéder à la remise et reprise, j'ai suivi au cadre dire, par exemple, un bourgmestre. Donc, c'est un homme sans valeur. Alors que c'est des gens qui animent l'État au quotidien et qui assurent l'ordre public sans... Mais docteur Alidor Tchibanda, dans ces maigres ressources qui arrivent dans les communes... Je voulais terminer. Allez-y, je vous en prie. Je disais, il y a deuxième difficulté dans cette ordonnance-là, c'est la perception des taxes d'intérêt commun. La perception des taxes d'intérêt commun. Vous avez la vignette, vous avez l'impôt foncier, vous avez le revenu sur les baux à loyer. Tous ces taxes ou ces impôts-là sont des taxes ou des actes d'intérêt commun. Donc les communes doivent se partager les revenus de tout ça avec la ville. Mais est-ce que c'est difficile Même de s'en la sortir. patente, c'est difficile. Alors, dans ces maigres ressources que vous énumérez au niveau des communes, on reproche au bourgmestre que vous étiez aussi d'épuiser dedans et finalement, les Donc, communes il y a ne un fonctionnent. troisième problème. C'est dans le budget, il est prévu que le bourgmestre... D'ailleurs, il y avait une circulaire du ministre provincial de l'Intérieur parce que les communes sont sous tutelle de la province. Ici à Kinshasa, c'est de la ville. Une circulaire qui nous disait
la rétrocession, la clé de répartition, cela a violé aussi la loi, l'OFIP, parce que les recettes de l'État doivent être prises de manière ensemble et consignées. Et les décisions de dépenses doivent provenir de ce qui est prévu par le budget. On ne peut pas préaffecter une recette. On dit par exemple, vous allez chez Radio Okapi, vous percevez $100,000, ça sera pour réhabiliter une route. La LOFIP interdit ça. C'est une violation de la loi. Donc ça doit être intégré dans les trésors publics. Et à partir du trésor, on dit, ça, vous prenez 10 000 pour faire ça, 20 000 pour faire ça. Ça, la préaffectation est d'interdiction. On ne peut pas préaffecter une taxe déjà à percevoir. Vous dites par exemple, non, cette taxe que nous allons prendre, ça sera pour tel ou tel autre. Et le bourgmestre se sert à souhait. Non, il y a un problème. Le budget des communes prévoyait des salaires pour le bourgmestre. Mais les modalités de perception, parce que quand on dit vous avez par exemple réalisé $500,000, ce n'était pas le même jour. Hein. C'est toutes les maigres recettes qui viennent, que vous dépensez au quotidien là, qui vous amènent à 500 000, à 200 000 ou à 100 000. Ça dépend d'une commune à une autre. Alors, les capacités de mobilisation des communes étant maigres et la commune n'étant pas en mesure de couvrir tous les droits dus à travers la loi par rapport aux mécanismes de mobilisation qui sont encore très rudimentaires, cela faisait que le bourgmestre était dans l'incapacité d'abord de se payer lui-même. Et on comptait sur le budget, les recettes provenant du gouvernement central pour nous permettre de pouvoir nous fonctionner et réaliser des actions d'intérêt général. Et se payer soi-même. Non, mais on ne se paye pas. Vous payez par rapport à ce qui est prévu. Exactement. J'ai suivi même une autorité de la ville dire non, le bourgmestre doit se débrouiller. C'était un terme très grave. On ne se débrouille pas lorsqu'on gère l'État. Voilà. On doit agir en fonction de ce que les lois prévoient. Voilà. Donc, c'est trop dire, mais les conditions de fonctionnement permettaient à ce qu'il y ait des dérapages. Moi, je ne dis pas que je suis de ceux-là où je ne suis mal placé de parler de moi-même. Une enquête dans des communes que j'ai dirigées pourrait vous éclairer sur ma manière de prester. Alors, pour clôturer ces chapitres de votre vie avec cette expérience des bourgmestres, en 2 mots, qu'est-ce que vous retenez comme le plus beau souvenir de cette expérience de bourgmestre et le plus mauvais souvenir? Le plus beau souvenir, c'est l'expérience acquise. Quand j'ai associé ça à ma formation, vous voyez déjà que j'ai un ouvrage que je suis en train d'écrire sur cette expérience-là. Ça me permet de parler avec aisance. Ça m'a permis aussi de m'imprégner de lois sur la décentralisation et j'ai bénéficié de beaucoup de formations et j'ai de beaucoup d'expérience. J'ai été dans plusieurs pays, notamment au Maroc, dans le cadre de la démocratie participative, avec l'outil du budget participatif. Et c'est un élément, une contribution significative dans ma formation. Ça m'a mis... Et j'ai bénéficié de beaucoup, surtout les formations. Et en termes dans la gestion financière, le mauvais souvenir et le partage des expériences. Le mauvais souvenir, c'est cette déconsidération des autorités au niveau provincial comme au niveau central, des autorités locales. À l'endroit du bourgmestre. Oui, on était des gens sans valeur. Et ça, je me suis même dit, en partant, j'ai dit, c'est une expérience que je ne voudrais plus vivre. Voilà, mesdames et messieurs... Et cela a participé à une image édulcorée du bourgmestre au niveau de la population. Je voudrais qu'on corrige ça parce que ça détruit aussi la nature, le fort de l'autorité de l'État. Comment vous affirmez à la longueur de la journée, les autorités au niveau provincial vous déconsidèrent, ils ne reconnaissent pas. Moi, je croyais que ça, c'est la plus mauvaise expérience. Je croyais que
notre départ, la ville allait être la plus propre qui soit. Nous étions les va-nu-pieds, les gens sans valeur, les incapables, les incompétents. Donc, alors que les efforts fournis, par moment, on a passé nuit dans des bureaux pour assurer... Ne sont malheureusement pas reconnus. Donc, et puis, un deuxième jeu de... Et puis, ça, je dois le dire, je voudrais que ça soit pris en compte. Après avoir servi l'État, j'étais déçu de la manière dont nous avons été remerciés. Vous comprenez? C'est comme si, même si nous n'avons pas fait tout ce que la population pouvait attendre de nous, mais il y a une tradition qu'on doit créer. Et cette tradition peut permettre à ce que, quand on accède aux fonctions, qu'on soit plus au service de l'État qu'au service de soi-même. Nous avons été jetés dans la poubelle de la société. Sans une quelconque reconnaissance. Aucune reconnaissance. Même pas reconnaître nos efforts. Quand un gouvernement, moi j'ai été conseiller des ministres, quand nous sommes partis, l'État nous a reconnus, il nous a permis de survivre après le travail. Mais dans les conditions telles que nous sommes partis, je parie que ceux qui vont partir après les élections risquent de faire le pire. Parce qu'ils ont reconnu que nous n'avons été ni payés, nous n'avons été ni indemnisés, nous n'avons rien eu. Et c'est pour dire que la commune a commencé à fonctionner avec le nouveau bourgmestre qu'on a nommé. C'est une injustice qu'il faut réparer et créer une tradition qui permettrait plus tard à tout celui qui va servir l'État de comprendre, après mon travail, l'État va me prendre en charge et va me permettre d'assurer le reste de ma vie pour avoir, même le député, moi je suis fils d'un député national, nous continuons à vivre du salaire. Mes frères et sœurs, certains se retrouvent avec les indemnités, la pension des retraites de notre père. Voilà. Mesdames et messieurs, grand témoin reçoit aujourd'hui Dr Alibert. C'est une mauvaise expérience, ça. Il faut que le pouvoir public y réfléchisse, même au niveau... Et corrige ça très rapidement. Oui. Voilà, donc je disais que grand témoin reçoit aujourd'hui Dr Alidor Tshibanda Mbombo. Il est politologue, ancien bourgmestre des communes de Bumbu, Kinshasa et Mongafula, ici à Kinshasa. Dr Alidor Tshibanda, le 23 janvier dernier, la CENI a publié les résultats provisoires des élections communales. C'est une nouvelle expérience que nous allons commencer. Pour vous, quels sont les défis qui attendent ces conseillers communaux? Les défis se retrouvent dans tout ce que nous venons de dire. J'invite déjà les parlementaires, s'ils sont de bonne foi, de revisiter l'ordonnance loi. Je préfère que sur la nomenclature des taxes, pour leur permettre d'avoir les moyens. Les taxes, les impôts, les taxes et redevances qui doivent revenir aux ETD, que ça soit bien acté, que ça soit clair et qu'on leur facilite les possibilités de pouvoir les récolter. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, je voudrais inviter les autorités locales qui vont travailler sous peu ou qui vont présider à la destinée de nos entités de s'assumer. Parce que quand on décentralise, on donne la possibilité à ces entités-là de pouvoir créer des richesses au niveau local. C'est pourquoi j'insiste, pour le gouvernement central, j'insiste sur la révisitation de la loi. Que l'état d'esprit qui nous anime de la centralisation puisse partir. Et pour que ça parte, il faudrait d'abord que ces gens-là soient armés suffisamment intellectuellement sur leurs compétences, qu'ils sachent ce qui leur revient de droit et qu'ils sachent comment le réclamer, dans le respect bien entendu des règles établies. Ça, c'est un élément très important. Donc, qu'ils sachent s'assumer. Je suis bourgmestre, vous voulez m'imposer quelque chose qui ne relève pas de ma compétence, ou vous voulez empiéter sur mes compétences, je vous dis non. Déjà, vous me permettrez de le dire, la théorie de suspension des bourgmestres n'existe plus. Parce que la décentralisation telle qu'elle est prévue, la tutelle du gouverneur sur les bourgmestres porte sur leurs actes et non pas sur les personnes. Et il faut que cette différence-là soit clairement établie.
Le gouverneur ne peut pas suspendre un bourgmestre. Ce n'est pas prévu par la loi. Et est-ce que maintenant, avec les conseillers communaux qui vont venir, est-ce qu'on ne va pas assister, comme on le voit au niveau des gouverneurs, à la corruption, celui qui a plus de moyens qui vient, qui peut prendre en charge tous les conseillers communaux, et puis on tombe dans une certaine cacophonie, comme on le vit au niveau des provinces. Je n'ai pas la disposition de la Constitution en tête. Parmi les compétences des conseillers communaux, comme des députés provinciaux, c'est d'élire le gouverneur, au niveau local, d'élire les maires et les bourgmestres. Mais cette élection se passe comment? Et si vous permettez, donnez-moi le temps pour que j'explique ce que j'ai publié avec un professeur qui était du reste ministre de l'Intérieur de l'époque. Ce qu'on devait publier avec lui, mais le texte est déjà disponible. Nous avons réfléchi sur ce mode-là. C'est ça le nœud du problème au niveau des provinces. Je prends une province comme Sankuru. La législature ici. Sankuru s'est géré quand? Vous êtes journaliste. Et c'est pourquoi? Parce que d'abord, en procédant par l'élection du gouverneur, on marche sur la majorité qui a été choisi par la population. Parce que le gouverneur ou le bourgmestre va créer sa propre majorité. Je suis de ceux qui pensent, et c'est ça ma position, qu'il faudrait, au lieu que le choix passe par l'élection d'un gouverneur, qu'il soit membre ou non membre de l'Assemblée provinciale ou du Conseil communal, je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait procéder à la mécanique qui concourt au choix du Premier ministre. Comment ça se passe? On identifie la majorité. Si elle est homogène, cette majorité présente le gouverneur de province. Là, nous serons en corrélation ou en concordance avec le choix de la population manifesté à l'Assemblée provinciale ou à l'Assemblée locale qui est le conseil communal. C'est-à-dire quoi? La population, par exemple, a donné, prenons aujourd'hui à l'UDPS la majorité, prenons à Kinshasa, parce que les statistiques leur donnent 14 députés. Et s'ils ont des alliés, ils constituent une majorité. Homogène ou avec des partis mosaïques, ils peuvent constituer une majorité homogène. Dès lors qu'ils ont une majorité homogène, au lieu de procéder au choix, parce que les hommes avec leur nature, et comme la corruption est consacrée, avec ce mode de choix, 2 ou 3 de leurs députés peuvent voter une autre personne. Pour éviter ça et mettre fin à cette culture consacrée, constitutionnellement consacrée, évidemment la Constitution n'a pas consacré la corruption, mais il n'y a pas d'autre mécanisme que ça. Alors, il faudrait que la majorité qui s'est dégagée, en harmonie avec sa hiérarchie ou la hiérarchie du parti, présente le gouverneur de province. Et le gouverneur soit entériné par un acte du président de la République. Et on laisse à cette majorité la capacité de le démettre si les choses ne marchent pas. Mais déjà, dès lors que vous êtes une majorité, vous allez démettre votre leader. Pourquoi? Ça va poser le problème. Nous le vivons au niveau de l'Assemblée. Même si, de part et d'autre, quand vous entrez dans cette Assemblée-là, il y a une thèse que j'ai lue où on vous parle de motion alimentaire. Ça existe malgré qu'il y a des majorités qui se dégagent. Donc, il faut faire un effort d'abord. Peut-être que nous pouvons aller plus loin, dire que les textes n'ont pas de problème. D'abord, le problème, c'est nous les hommes. Quelle est notre culture? Vous savez que vous n'avez pas de majorité. Vous savez que vous ne connaissez pas cette province-là, même si vous y êtes originaire. Vous allez faire quoi? Vous allez apporter quoi? Laissez les gens qui vivent dans la province s'organiser pour travailler pour leur province. Qu'ils soient, même si on pense que la Constitution n'a pas dit que pour être bourgmestre, pour être maire de ville, pour être gouverneur de province, il faut être originaire de cette entité-là. Non. Alors, on a la Constitution n'a rien dit. Ne lui prêtez pas des intentions. C'est nous les hommes, dans notre comportement, dans nos stratégies de terroir, qui pensons que pour que la province marche, il faut que ce soit notre frère. Non, la Constitution, tout le monde
fait compétir. Alors, vous avez énuméré ici un certain nombre de problèmes, notamment sur le plan des ressources financières que rencontrent les communes. Avec les conseillers communaux qui arrivent, ça va être très compliqué au niveau budget. Plus que compliqué. C'est peut-être, je n'ai pas encore bien décortiqué ceux qui sont élus. Ça peut être peut-être des jeunes gens qui n'ont pas encore une expérience de vie, qui accèdent à des fonctions comme ça. Ils voudront avoir un salaire conséquent, ils voudront rouler carrosse, ils voudront vivre de la mamelle de l'État, ce qu'on appelle bourgeoisie, mener une bourgeoisie d'État, parce que quand vous quittez les fonctions, vous êtes plus capable de vous acheter une voiture, une chemise. Pourquoi? Parce que vous viviez de l'État. Donc tous ces éléments-là vont concourir à une conflictualité déjà avérée. C'est pourquoi je sollicite déjà une prise en charge sérieuse sur le plan intellectuel pour que d'abord qu'ils maîtrisent leurs compétences, qu'ils sachent les réclamer et qu'on retravaille leur état d'esprit à comprendre que les richesses ne viendront pas du gouvernement central, c'est localement qu'ils peuvent le proposer, les rechercher et les avoir. Voilà, nous allons même... J'ajoute un deuxième Allez-y. élément. Je propose, parce que c'est aussi ça la difficulté, il y a une barrière entre le gouvernement central et les communes. Mais or, dans le mode de fonctionnement de nos institutions, les deux gouvernements, provincial comme central, sont des prédateurs. Je ne dis pas que les hommes qu'on me comprenne bien, on risque de mal interpréter mes propos, sont des prédateurs. Chacun joue pour sa partition. Les provinces, vous êtes journaliste, vous savez que quand vous discutez avec le gouverneur, les provinces se plaignent des moyens. Ils n'ont pas de moyens. On a bloqué. Il y a même des députés provinciaux et des gouverneurs qui sont impayés jusqu'à maintenant. Donc, alors que dans les taxes d'intérêt, dans tout ce qu'on mobilise pour le gouvernement central, il y a la quote-part du gouvernement provincial qui est de 40% selon les capacités mobilisatrices de chaque province. Il y a la quote-part dans les 40% qui devient 100%. Il y a les 40% pour chaque commune selon ses capacités. La démographie, il y a un critérium déjà établi par la loi, la démographie et tout ça, la capacité contributive des entités locales, peut-être pour les provinces, les mairies et ensuite les communes et les secteurs. Alors, si le gouvernement est dans les capacités de faire ça, moi nous étions dans un forum il y a, je crois, en 2016 ou 2017, je ne me rappelle pas bien, le forum sur la réforme fiscale, où on voudrait avoir une seule unité qui mobilise les recettes pour l'État. J'étais de ceux qui avaient proposé à cette époque-là que comme ailleurs, j'ai pris le cas de la Suisse, où la commune doit mobiliser, ou le secteur, dans son entité, il mobilise les 100% là. Et à partir de là, il sait rétribuer les 60% du gouvernement central, il prend les 40% du gouvernement provincial, et il reste avec son pourcentage qui lui sera alloué. Mais en discutant avec le professeur Boabo, qui était l'un des modérateurs, il me dira, est-ce que vous avez des structures viables? Non, les structures, on va les créer dès lors que la loi dira ça. Les structures seront mises en place pour que cette réalité-là se passe de manière régulière et cohérente. Donc, je propose qu'il y ait quand même une structure qui sera mise en place pour recevoir, il y a déjà l'agence qui est animée par le vieux Makolo, qui est chargée de la décentralisation, pour recevoir, organiser des rencontres avec les communes ou les ETD dans leur ensemble, pour recevoir leurs besoins et voir comment les canaliser au niveau du gouvernement central pour des réformes régulières. Ou alors, j'invite le parlementaire qui habite des communes, qui sont élus dans des communes, qui sont élus dans les secteurs, qui sont élus dans les villes, quand ils accomplissent leur mission de représentation,
et ils descendent pendant les vacances parlementaires, qu'ils fassent un effort pour discuter aussi avec les bourgmestres. Moi, je l'ai fait avec certains députés pour leur dire leurs difficultés, mais malheureusement, ils n'ont pas pu nous amener au changement escompté. Voilà. Alors, qu'ils discutent avec leurs communes pour récolter leurs besoins. Et dans les réformes du gouvernement national, au niveau national, qu'on tienne compte des préoccupations exprimées par leurs bases respectives, notamment les autorités locales. Voilà, il nous reste très peu de temps pour terminer cette émission. Docteur Alidor là. Tchibanda, nous allons parler maintenant un peu de vous. Oui. Alidor Tchibanda Mbombo, vous voyez le jour à Kananga, le 17 avril 73. Vos études primaires de 80 à 85, c'est à l'épée Bipatou, Louébo, Kassai occidental. Certificat d'études primaires avec 79,4%. Les études secondaires, 86-88, petit séminaire Foyer Sacré-Cœur de Louébo, Institut Lunkelou, 88-90, Collège Saint-Joseph de Boulongo à Moueka, 90-91, petit séminaire Foyer Sacré-Cœur de Louébo, Institut Lunkelou avec 66%. Les études supérieures propédeutique, philosophique Sacré-Cœur de Louébo, philosophat au Grand Séminaire Saint-François-Xavier de Mboujimaï, gradué en sciences politiques et administratives de l'UNIKIN, licencié en sciences politiques et administratives 2001-2011 avec mention distinction à l'Université de Kinshasa. Quel type d'enfant était Alidor Tchibanda? Alidor Tchibanda, c'était un enfant docile par moments et un peu qui surprenait de fois. Il était difficile bien de les percevoir et de les saisir. Au moins ça. Racontez-nous une anecdote d'enfance. Bon, je me rappelle, notre père, notre défunt père, avait une habitude, je m'excuse d'appeler une sale habitude. Lui, c'est quand il vous envoie, vous revenez après lui avoir donné, il ne voit pas une autre personne, il vous oblige encore vous-même là de repartir pour un autre endroit. Un jour, je revenais de l'institut qui était à très longue distance de chez nous. Il y a un élément que je dois ajouter. Nous avons connu une vie assez complexe au regard des engagements de notre père. Mon père, c'est un des 13 parlementaires. Nous avons connu des relégations. Il y a une partie de la vie qu'on a passée au village, ici au village, et nous sommes allés jusqu'au village là, très loin. Et après, nous étions obligés de nous installer dans notre territoire. Et l'exception pour notre père, c'est que ici, nous, on venait peut-être pour des vacances, mais on passait beaucoup de temps là où son fief électoral. Et c'était une exception pour lui. Il aimait bien être dans son fief que vivre à Kinshasa. Alors il m'a envoyé 3 fois à de très longues distances. Je peux dire d'ici, par exemple, au niveau du pont. Et quand je reviens, il me demande encore de refaire la même course. Alors il m'a demandé chez un de ses amis qu'il fréquentait de temps en temps, il m'a demandé de repartir encore voir son ami là. Après que j'ai effectué une très longue distance pour lui amener, je ne sais pas ce qu'il m'avait envoyé. Bon, je lui ai dit que je ne connaissais pas l'adresse. Il a insisté là, comme j'ai dit, même si vous insistez, il me sera difficile d'identifier cette adresse-là. Il a fortement insisté. J'ai dit, bon, je ne saurais pas y arriver. Même si vous dites comment je risque de me perdre, vous risquez de me rechercher toute une journée sans me voir. Donc, ça va être difficile. Donc, et chaque fois que je lui rappelais ça, il souriait beaucoup et il me disait que son temps est passé. Maintenant, c'est le moment qu'il observe comment nous éduquons nos enfants. Voilà un peu ça. Tout à fait. Alors, il y a en lisant votre CV tout à l'heure, propédeutique, petit séminaire, vous étiez destiné à une vie de prêtre, mais qu'est-ce qui a fait que vous soyez séduit par la chair et les affaires du monde? Il faut dire que le milieu dans lequel on vivait, le prêtre était un modèle. Nous pensions tous que pour mener une bonne vie, et surtout que nos parents, mon père et ma mère, c'était des catholiques engagés. Et pour eux, c'était une grâce d'offrir un de leurs fils
à Dieu pour les servir. Et j'étais de ceux-là qui étaient choisis. Et même après moi, il y a eu aussi un jeune frère qui est maintenant magistrat à Congolo, à Bukama, je crois, qui est parti aussi. J'ai été parmi ceux qui voulaient devenir prêtre. Je me rappelle que dès mon jeune enfance, comme on allait tout le temps à l'église catholique, je prenais le temps, quand on revenait, d'imiter l'évêque qui était l'ami très personnel de mon père. Je l'imitais, j'ai célébré aussi des messes, tout ça. Alors cela suscita en moi une vocation pour le sacerdoce. Malheureusement, en dernière année, on me dira que je n'avais pas de vocation. Et c'est comme ça que... Vous avez été réorienté. Je me suis réorienté à l'université pour faire les sciences politiques et administratives. Et d'ailleurs, mon objectif n'était même pas les sciences po. Je voulais faire le droit. Quand je suis arrivé à l'université de notre temps, pour avoir une inscription à l'université, ce n'était pas si facile. En 1996, je me rappelle, ce n'était pas si facile. Après plusieurs tractations, comme les sciences po venaient d'être intégrées à l'université de Kinshasa, bon, les noms est sorti en sciences politiques. Après plusieurs tentatives, j'ai trouvé que ça ne marchait pas. C'est comme ça que... Mais aujourd'hui, je suis très heureux, très à l'aise d'avoir fait cette discipline-là. Je trouve que c'est la meilleure pour moi. Alors, en termes de distraction au niveau de la musique, quels sont les goûts d'Alidor Tchibanda? J'ai une vie, même mon entourage me comprend difficilement. Je travaille plus dans mes bibliothèques qu'ailleurs. C'est ça ma plus grande faiblesse. Alors, en parlant... J'ai une bibliothèque très fournie. Très fournie. Alors, en parlant de bibliothèque, vous avez, en décembre dernier, soutenu votre thèse qui porte comme titre « Identité nationale en République démocratique du Congo, contribution à la compréhension des mécanismes de consolidation de la nation ». Comment vous résumez ces termes si savants? En quelques mots, je voudrais démontrer que le Congo est une nation. Et cette nation se matérialise par les éléments d'identification. Et ces éléments, je les ai dégagés à travers le modèle d'explication qui porte sur 3 dimensions. La première dimension, c'est le mécanisme, les autres appelleraient ça stratégie, le mécanisme politico-juridique. Et là, je démontre que l'État, à travers ses actions, il concourt à la consolidation de l'unité nationale. Et en deuxième lieu, il s'agit de mécanismes géoéconomiques. Géoéconomiques, pourquoi? Parce que la géographie imprime à la société un mode de vie et la société se modèle en fonction des défis et des problèmes auxquels il fait face auxquels il est confronté par rapport à sa géographie. Et ce problème-là, c'est la géographie qui détermine même la civilisation, même les cultures, le mode de vie, tout ce que nous faisons tient compte de cette géographie-là. Et pour le Congolais, l'intégrité territoriale, c'est un élément qui n'appelle même pas débat. Si nous sommes Congolais, nous nous accrochons à notre territoire et à notre identité primaire ou de signalisation, comme l'appelle le prof Mabiala. Et le troisième élément, c'est des éléments culturels. Nous sommes formatés, nous sommes socialisés pour vivre ensemble. Et la difficulté, avec beaucoup de ceux qui ont pensé sur le Congo comme un État sans nation, il s'appuie sur une dimension que moi, je combinais à une autre. Parce que pour définir la nation, on passe soit par le contractualisme, soit par le primordialisme. Et ceux qui définissent la nation en se basant sur la diversité ethnique qui est la nôtre considèrent que pour qu'il y ait une nation, il faudrait qu'on soit soit frères de sang, ayant un ancêtre commun, imaginaire ou réel, qu'on soit soit qu'on ait subi donc des éléments de parenté ou des éléments socio-biologiques. Je ne saurais pas tout énumérer ici. Mais nous disons, en prenant en compte ces éléments objectifs ou ces éléments de parenté ou socio-biologiques, il y a aussi des aspects
des éléments de relations sociales qui mettent les gens ensemble, qui les poussent à se considérer autour d'un destin qu'ils sont une nation. C'est ainsi que dans la théorisation de ma thèse, j'ai pris en compte deux aspects. J'ai combiné le contractualisme au primordialisme et je suis arrivé à considérer que nous sommes une nation qui se particularise par nos appartenances ethniques, parce que pour être Congolais d'abord, parce que nous sommes une fédération des ethnies, pour être Congolais, il faut être situé quelque part, faire partie de nos ethnies, des ethnies qui constituent cette nation, et cette ethnie doit disposer d'un espace territorial qui le revendique comme le sien. C'est ainsi que il y a un grand débat et vous allez voir qu'au niveau de la nationalité, nos lois, il y a eu une grande instrumentalisation. Depuis quand on a commencé avec 64, la constitution de 64, les différentes dispositions légales prises par Mobutu, vous allez voir aussi avec Mouzé en 99, Mobutu, d'abord en 64, on a dit on est Congolais à partir de le territoire ayant celui qui fait partie du territoire dont l'ethnie ou la tribu fait partie du Congo a fait partie du Congo à partir de 1908, ça c'est 64 dans la Constitution. Mobutu en 72, il va vous dire tout celui qui a été au Congo à partir de 60. Et en 81, il va changer pour nous ramener à 1885. Mouzé Laurent Désiré Kabila, quand il arrive en 89, il nous ramène en 1885, alors que dans les statuts de l'AFDEL, il avait prévu régler ce problème-là avec nos frères entre guillemets de Banyamulenge. Donc, vous comprenez que quand on arrive à Sun City, on revient encore à 60. Donc, il est difficile, cet élément-là, démontre que l'élément territoire et appartenance ethnique sont les déterminants de notre appartenance à la nation congolaise. Alors pour terminer cette émission, aujourd'hui il y a le défi de la cohésion nationale. Qu'est-ce qu'il faut en un mot selon vous, Dr Alidor Tshibanda, pour consolider la cohésion nationale? J'ai proposé 3 choses. La première, je voudrais que l'État quitte de sa patrimonialisation, de son éclatement. Aujourd'hui, l'État se définit en termes des espaces de contrôle par chaque individu. Donc, il est comme ce que mon promoteur de thèse, Guy Aoundou, appelle un État au monopole éclaté. C'est chacun là où il est qui se considère être l'État congolais. Chez lui qui a une parcelle de pouvoir devient l'État lui-même. Et parfois, on blague avec lui. Quand on va chez un agent de l'administration, la manière dont il vous gère, il crée même ses propres réglementations. Tous ces éléments-là, aujourd'hui, au Congo, les véhicules au volant à droite ne peuvent pas circuler parce que ce n'est pas réglementé. Donc, vous comprenez que même notre règlement, nous sommes incapables de le respecter. Deuxième chose. J'ai dit qu'il faut institutionnaliser l'État et renforcer ces 3 capacités majeures. La capacité extractive, la capacité distributive et la capacité responsive. Chaque fois qu'il y a action, l'État doit réagir. Deuxième chose, je demandais que l'économie du pays soit un élément de cohésion nationale par d'abord son intégration, par sa capacité de nous intégrer, parce que nous ne sommes pas... Il faut travailler dans le sens qu'aujourd'hui, les Congolais qui vivent dans les frontières sont plus ouverts à l'extérieur qu'à l'intérieur. Qu'est-ce que quelqu'un d'Ituri a plus à gagner à Kinshasa, à part l'accession au pouvoir, à part ces petits intérêts liés à son appartenance à l'État congolais? Mais le reste de sa vie, il le fait en Ouganda. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Qu'on ouvre un marché interne, intégrateur, et que notre aménagement du territoire puisse permettre à ce que le Congolais tous nous devenions, toutes les provinces s'interconnectent. Troisième chose. Et dernière. Je demande qu'on procède à la construction d'une culture nationale par la socialisation des Congolais, par la prise en compte des valeurs qui nous mettent ensemble. Et on permet à ce qu'à travers ces valeurs-là, qu'on soit en mesure de consolider notre
vouloir vivre en commun. Et puis, qu'on ait aussi la capacité d'exalter nos vaillants héros. Il y a un problème dans notre histoire. Si vous pouvez donner une minute seulement. Une minute. Très rapidement alors. Il y a un problème dans notre histoire. Si les Tshisekédistes sont d'accord que Tshisekedi, c'est un héros, les Kabylistes vous diront le contraire. Vous comprenez? Si les Tshisekédistes, si Kabila, les Kabylistes vous disent c'est un héros national, les Tshisekédistes ou les Mobutistes vous diront qu'il n'a jamais été un héros national. Il faut travailler dans le sens que ces éléments qui peuvent nous mettre ensemble soient compris de la même manière et revisiter notre histoire. Merci. La manière dont on enseigne cette histoire-là nous met encore très en déphasage avec notre volonté de vivre ensemble. Merci beaucoup, Dr Alidor Tshibanda Mbombo, d'avoir accepté l'invitation de Grand Témoin. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné cet honneur de parler de moi et de parler de ce que j'ai fait dans la vie. Et je voudrais que vous ayez recherché chaque Congolais là où il se trouve pour mettre en exergue ce qu'il peut faire de mieux pour son pays. Mesdames et messieurs, Grand Témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Présentation Alain Irung Mouchinge, supervision Jean-Marc Matouaki. Merci à Jonathan Fouanani, Clément Chimanga, Paul Badianyama qui était à la vidéo, à la photographie, à la technique. Vous pouvez réécouter cette émission et retrouver beaucoup d'autres numéros de Grands Témoins en allant sur www.radiocapi.net et sur toutes nos plateformes numériques. Bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix. Au revoir. Radio Okapi. Information pour la paix et le développement de la RDC.